Donc en fait, vous n'avez rien entendu de ce que j'ai dit. Je remets la vidéo. Est-ce que là c'est mieux maintenant? Ah, donc en fait j'ai parlé dans le vide, c'est génial. Ok. Mélisandre, tu dis non. Bon, donc je redis ce que j'ai dit. Il y a Lucas qui m'avait envoyé un mail pour savoir si c'était possible d'avoir une fiche récapitulative de tout ce qu'il faut savoir pour le bac. On le fera une fois que le programme sera bouclé, chose qu'on arrivera à faire, il n'y a pas de souci. Et en fait, comment on va travailler? Je vous enverrai, si on est toujours en confinement, des sujets des années précédentes, des différentes académies, des choses comme ça. Et on travaillera dessus. Et vous verrez, en fait, c'est toujours les mêmes réponses qui sont attendues. Il y a juste la forme des questions qui est différente. Mais au final, les questions, elles veulent tout le temps dire la même chose. Donc, à partir du moment où vous avez compris les attentes, c'est super simple de pouvoir répondre à votre sujet. Voilà, donc aucun souci là-dessus. Donc, on reprend sur l'appareil photo. Alors, oui. On a été resté à l'obturateur. Donc, on avait vu les différents éléments, déjà l'objectif, qui était une lentille convergente, qui permet, en changeant la focale de l'objectif, de jouer également sur la profondeur de champ. Et on avait regardé le diaphragme qui permet justement de faire rentrer plus ou moins de lumière à l'intérieur de l'appareil photo et donc de jouer sur l'exposition, comme on va voir pour l'obturateur, mais aussi sur la profondeur de champ. Le nombre d'ouvertures peut jouer sur la profondeur de champ. Et on avait donc défini cette profondeur de champ comme étant la distance sur laquelle l'image obtenue était nette. Donc la distance entre le premier plan net et le dernier plan net. Tout ce qui est avant et après sera foutu sur votre image. J'entends pas et l'écran est en crise d'épilepsie. Oui, parce que tu as, en fait, c'est vous qui avez des connexions qui sont pas bonnes quoi. Alors que moi, ma connexion est OK. Hier, j'avais des problèmes de connexion. Hein. Quoi qu'il arrive, une fois que le cours est terminé, je mets le cours sur YouTube, je vous envoie le lien et vous pouvez le retrouver. Les cours, je les enlèverai. Hein, le son, si on a du son, je vais peut-être augmenter le volume du micro. Un peu mieux comme ça, je pense. Voilà. Alors ça dépend où vous êtes connecté, hein. Si vous êtes loin de votre serveur, que vous n'avez pas la fibre, c'est sûr que ça va ramer. Je suis désolé pour vous. Oui, gatto, oui, il est la pointe de la technologie. Vous êtes plus que la dernière fois, c'est cool. Ok. Donc, on en était resté sur l'obturateur. Troisième élément qu'on va étudier sur l'appareil photo. Donc l'obturateur, lui, il va gérer l'exposition. Il va laisser rentrer la lumière pendant un certain temps, de façon à pouvoir exposer le film photographique sur une durée bien déterminée. Donc en fait, il règle ce qu'on appelle le temps de pause ou la durée d'exposition. Ma souris est bien là. Alors, on peut, en jouant sur l'obturateur, donc sur le temps de pause, jouer avec différents effets artistiques. Qu'est-ce qu'on va voir? Les répercussions de temps de pause sur un rendu photographique. Ça ne va pas simplement s'arrêter à l'exposition d'un objet mobile, mais on pourrait très bien le faire apparaître en mouvement. Si on commence à faire bouger l'objet, on va avoir cette illusion de mouvement. Alors bien entendu, on va avoir une traînée qui apparaît, et donc ces temps d'exposition qui sont longs cette fois-ci, ils vont flouter l'image, mais de façon volontaire. Au contraire, avec un temps de pause très court, là, le mouvement va apparaître gelé. Alors, plusieurs techniques que vous devez connaître.
La première, en jouant sur un temps de pause qui sera long. Donc vous avez un fond fixe, d'accord, et ça va être utilisé la technique du fond filet. Donc vous allez suivre le mouvement de l'objet principal tout le temps de la durée d'exposition. Donc en fait, vous n'allez pas rendre flou l'arrière-plan, mais vous allez shooter en fait tout cet effet de ligne. Donc c'est un fond filet. Donc là, par exemple, on a fait un temps de pause assez long, et qu'est-ce qui se passe? Toutes les voitures qui passent, on ne les voit pas, mais on voit le reste du signal de leur phare. Là encore, on va gérer là-dessus. Okay. Alors, ensuite, le light painting, lui, vous allez déplacer la source lumineuse pendant la pause. Donc, vous avez un mouvement qui peut être créé. Par exemple, vous mettez une lampe et vous mettez cette lampe sur un petit pilote, un drone qui va vous permettre de faire bouger votre objet suivant une étoile. Et durant le temps de pause, vous prenez l'objet en mouvement. Voilà le rendu que vous allez avoir. Autre technique de light painting. Alors là, c'est pas exactement du light painting, on va voir pourquoi. Lorsque vous lancez un objet lumineux en mouvement, et pendant tout le temps de pause. Et voilà, vous allez avoir justement cet effet, ce qu'on appelle un effet chronophotographique. Désolé, moi, impossible. Ok, il n'y a pas de problème, Lucas. Vraiment aucun problème. D'accord. On fait comme on peut. Avec ce qu'on peut. Alors, donc pareil, comme on avait une dague focale, une dague sur l'objectif, on a aussi une dague pour le nombre d'ouvertures, et ben on a aussi une dague pour le temps d'exposition. En général, ce temps d'exposition, ça varie en fonction de ces valeurs. 1, 2, 4, 8, 15, 30, 60, 60, 125, 250, 500 et 1000. Alors à quoi ça correspond? Ça correspond au temps d'ouverture de l'obturateur en millisecondes. Donc si par exemple vous vous placez sur 250, vous allez ouvrir l'obturateur pendant 250 millisecondes. Alors ça, c'est des dagues qui ont cette notation. Il y a certaines dagues qui ont d'autres types de notations qui vont plutôt regarder en fréquence, c'est-à-dire l'inverse du temps d'exposition. Donc ça, c'est ce qu'on verra après. Et vous pouvez avoir les deux cas au baccalauréat. Où est ma souris? Alors, bien entendu, là on voit mal, je vais essayer un peu d'améliorer la netteté. On est bon. Donc on va prendre l'exercice qu'on avait fait la dernière fois. Et cette fois-ci, on va l'illustrer avec un temps de pause différent. Donc on avait fait une première prise de vue avec un nombre d'ouverture de 4. Donc une petite ouverture. Et après on avait agrandi l'ouverture à 2,8. Maintenant on va simplement rajouter le fait qu'on va jouer sur le temps d'exposition de notre photo. Donc par exemple, pour la première, avec une petite ouverture, donc ça faisait rentrer moins de lumière, on va donc, pour avoir une image nette, exposer la photo un peu plus longtemps, 60 millisecondes. Par contre, avec une ouverture plus grande, on a moins besoin de temps d'exposition, donc on réduit à 30 millisecondes. Donc après avoir explicité ce que signifie 60 et 30, ce que je viens de faire, ça signifie donc le temps d'exposition, indiqué en justifiant ce qui va dire le flux lumineux entre les deux prises de vue. Est-ce que le flux lumineux va augmenter entre la première photo et la deuxième photo? Est-ce qu'il va diminuer? Ou au contraire, est-ce qu'il va rester constant? C'est ça la question. Donc, est-ce que la quantité de lumière qui va rentrer à l'intérieur de l'appareil photo, comment est-ce qu'il va évoluer? Donc, première réponse, 60, 30, ça correspond au temps d'ouverture de l'obturateur. C'est bien ce que je vous disais tout à l'heure, le temps d'obturation. Là, dans ce cas-là, on est avec des dagues qui sont en fréquence. Donc, on ne va pas travailler directement avec 60 millisecondes ou 30 millisecondes. On va prendre l'inverse. Là, j'ai pris des dagues classiques.
Donc, quand on place la bague sur 60 millisecondes, je me demande si je n'ai pas fait une erreur dans mon cours. Je ne suis pas tenté de près. Non, non, ça va. Donc, on est là-dessus. Pareil. Ok, Arina. Alors, comme je vous l'ai dit, quand on a 60 millisecondes, ce qu'il faut calculer, c'est le 60, c'est la fréquence d'exposition. Donc en fait, pour avoir le temps d'exposition, il faut prendre l'inverse, 1 sur 60. Le problème actuellement, c'est qu'au baccalauréat, soit ils vous disent, on vous donne des bagues qui sont directement datées, mesurées en millisecondes, si vous voulez, soit au contraire, on vous donne des bagues qui sont graduées en fréquence. Alors ce sera précisé. Là, j'ai considéré que 60 et 30, c'était des fréquences. Et donc pour avoir le temps d'exposition, il faut bien diviser 1 par 60 ou par 30. Ce qui vous donne un temps d'exposition de 0,017 millisecondes ou 0,033 millisecondes. Donc, à calculer à chaque fois. Je crois que dans le dernier bac, par contre, on vous donnait le temps d'exposition de suite. Ça, on va voir un peu par la suite. En fait, on va faire cet exercice de deux façons. Après, je vais le résoudre aussi de façon classique, où on va considérer que 60 et 30, ce sont millisecondes. D'accord ? Ça, c'est la méthode fréquentielle, on appelle ça. Donc, ce qu'on avait, dans le premier cas, ce qu'on avait montré, c'est quand le nombre d'ouvertures est égal à 4, on avait une surface d'ouverture de notre diaphragme qui était de 1,23 cm². Et dans le deuxième cas, à 2,8, on avait une surface d'ouverture de 2,52 cm². La surface d'ouverture du diaphragme est plus grande lorsque le nombre d'ouvertures diminue. Donc, qu'est-ce que l'on a? Si S2 est plus grand, et on a un temps d'exposition qui est aussi plus grand, bah forcément, le flux lumineux, lui, va être beaucoup plus important. La lumière qui arrive sur la pellicule dans le deuxième cas va être beaucoup plus importante. D'accord ? Tout simplement parce qu'on a plus de lumière qui rentre, on a une ouverture plus grande, on passe de cette ouverture, d'une petite ouverture comme ça, là, à une ouverture beaucoup plus large. Là, forcément, il y a déjà plus de lumière qui rentre. Et en plus, on le fait durer sur des temps plus grands. Alors, ça, c'était en analyse fréquentielle. Si on considère que 60 et 30, ce sont des fréquences d'obturation. Maintenant, je vais refaire cet exercice, mais non plus avec des fréquences d'obturation, mais en considérant que 60 et 30, ce sont directement des millisecondes. Donc ça va dépendre vraiment du sujet de base. Il faudra faire attention à ce point. C'est là-dessus qu'il faudra faire. Est-ce que c'est clair là-dessus? Oui. Donc ce qu'on va faire, alors je vais voir, ça vous n'avez pas le reflet. Pour une fois, on n'est pas. Alors ça, je vais l'étaler. Et en fait, maintenant, on va refaire cet exercice, mais cette fois-ci, en considérant en fait que 60 et 30 sont directement des temps en millisecondes. D'accord? Donc, ça c'était avant l'analyse fréquentielle. Maintenant, ce qu'on va dire, on refait cet exercice, et ça on le barre. D'accord? Donc, pour le premier cas, on aurait 60 millisecondes d'exposition. Pour le deuxième, on aurait 30 millisecondes d'exposition. Après, le nombre d'ouvertures, lui, ça reste constant. Si on a un nombre d'ouvertures qui est égal à 4, la surface d'ouverture est égale à 1,23 cm². Si on a un nombre d'ouvertures qui est à 2,8, la surface d'ouverture est égale à 2,52 cm². Donc la surface est plus grande. Par contre, cette fois-ci, en premier lieu, on avait 60 millisecondes. En deuxième lieu, on avait 30 millisecondes. Donc le temps de pause, cette fois-ci, il est plus court.
Donc la quantité de lumière qui arrive, comment est-ce qu'on va la calculer? Alors ça, je vais revenir là-dessus. Voilà. Ce qu'on peut dire, c'est que dans le premier cas, on a un temps d'exposition qui est 2 fois plus grand que le deuxième cas. Mais par contre, la surface d'ouverture, elle est, alors elle n'est pas 2 fois plus petite, mais un peu moins. Comment est S1 par rapport à S2? C'est ça qui va nous intéresser. S1 est égal à 1,23 cm². Si on fait 2 fois S1, on va avoir 2,46 cm². D'accord? Donc, 2 fois S1, et tout est inférieur à S2. On a un temps d'exposition qui est plus grand. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire? Le flux, est-ce qu'il est à peu près pareil dans les deux cas? On peut dire que c'est 2,52, c'est pratiquement le double de S1. D'accord? On va les faire sous cette forme. S1 est à peu près égal à 2 fois S2. J'arrive. Alors, Evan, je lance ton micro. Tu peux brancher ton micro. Ah non, il n'y a pas d'autres applications pour faire le cours en direct. Il y en a d'autres, mais j'ai pas le droit de les utiliser. Je sais qu'il y a certains professeurs qui le font. Je risque des poursuites si je respecte pas ça. Donc je suis obligé de prendre cette application quoi qu'il arrive. Il y en a une autre qui est l'application de la classe virtuelle du CNED, mais celle-là elle est complètement saturée. Et c'est pour ça que je passe par l'application VIA. Voilà, je ne peux rien te dire d'autre. Ensuite, ce que l'on peut dire, c'est que, alors, en plus, si je me suis trompé, c'est S2 qui est égal à 2 fois S1. Ensuite, on a T1 qui est égal à 2 fois T2. Donc en fait, il y a un facteur 2. C'est sûr, on diminue la taille d'un facteur 2, mais on met un temps d'exposition 2 fois plus grand. Donc au final, qu'est-ce que vous pouvez dire sur le flux lumineux? Il va être identique. Est-ce que je peux écrire là? Vous n'allez pas voir. En multipliant la surface par 2 et en divisant le temps de pause. J'ai cherché un autre scotch, je crois. Celui-là est mort. Et en divisant le temps de pause par 2, le flux lumineux reste le même. Donc votre flux lumineux ne va pas être modifié. Si vous multipliez la surface d'entrée de la lumière par 2 et que vous divisez le temps de pause par 2, ça revient exactement. D'accord? Alors, ce genre d'exo, il ne sera pas calculatoire. D'accord? Si vous avez ça au bac, ce sera simplement des explications. On va vous dire, bon ben voilà, on a fait une première photo. On a fait une première photo avec le paramètre N1 et un temps de pause de 60 millisecondes. On a fait une deuxième photo avec un paramètre N2 de 2,8 et un temps de pause de 30 millisecondes. Bah, est-ce que ça change quelque chose sur l'exposition de la photo? Au final, non. Par contre, un effet de mouvement sera plus facilement perceptible dans quel cas? Dans le cas où l'exposition est plus longue, donc dans le premier cas. Donc là, il faut vraiment que le sujet ne bouge pas.
C'est sûr, dans le cas à 30 millisecondes aussi, il ne faut pas que ça bouge. Mais les mouvements seront moins perceptibles puisque le temps de pause sera plus. Voilà, c'est juste pour que vous compreniez en fait cette notion de temps de pause. Non, là, je ne vais pas faire ça. Ok. Alors, on en arrive maintenant à la pellicule, ou le capteur. Je peux effacer la petite phrase? Merci. Alors, il y a encore quelques années, pour faire des photos, c'était pas du numérique. C'était encore avec des vieux films. Donc, c'était des films photographiques. Donc ces films photographiques, c'était des pellicules. On va étudier leur composition. Moi, ce que j'aurais voulu, c'est qu'on fasse un TP où, justement, on réalisait un film photographique et puis on faisait l'impression d'une photo. En fait, c'était un gel d'hydroquinine, quelque chose de complètement naturel. Et on aurait pu imprimer une photo dessus. Mais malheureusement, on ne va pas pouvoir le faire. Donc, ce qui différenciait ces films, c'était leur sensibilité. On parlait de sensibilité ASA, il y avait du 64, du 200, du 540, etc. En fait, cette sensibilité, tout simplement, qu'est-ce que c'est qu'un film photographique? Ça ressemble à un capteur. Les capteurs, actuellement sur les caméras PCD ou les appareils photo numériques, qu'est-ce que c'est? Ce sont des pixels. Donc c'est des petits grains qui vont capter de la lumière quand la lumière arrive dessus. Les films photographiques, c'est exactement la même chose. Ce sont des petits grains de bromure d'argent. Et en fonction de la taille de ces grains, on va avoir une sensibilité qui va être plus ou moins grande. Donc on va avoir un effet de continuité qui va être pixelisé ou pas. Donc c'était pas vraiment de la pixelisation ici, puisque le pixel, on n'en parlait pas, mais c'était simplement un grain, une molécule de bromure d'argent qui va être activée. Et on va avoir en fait tout le fonctionnement chimique de cette activation. Alors, maintenant, ce sont les capteurs qui remplacent la pellicule. Donc c'est un dispositif électronique qui va regrouper un nombre de photosites, on appelle ça. Donc les photosites, de façon plus courante, on appelle ça des pixels. Et ce sont des éléments qui sont en général petits, des petits carrés qui font quelques microns de large de côté. Enfin, en général, actuellement, c'est de l'ordre de 3,6 microns. C'est vraiment petit, sachant que l'épaisseur d'un cheveu, vous savez que c'est à peu près 100 microns. En fait, un pixel, ça peut être 100 fois plus petit. Donc ces éléments, ces pixels, vont recevoir de la lumière qui va arriver par l'objectif et sous l'effet d'un courant électrique, ça va amplifier cette lumière et la transformer en des données qui vont être dites numériques. Donc ces données numériques sont des suites de 0 et de 1 qu'on va encoder pour coder la couleur de chaque pixel. Donc le nombre de photosites, ça va déterminer ce qu'on appelle la résolution, la finesse du détail d'un capteur. Alors ça tombe assez régulièrement au bac. Et quelle est la résolution du capteur? Donc qu'est-ce qu'on vous donne? On vous donne le nombre de pixels en largeur, le nombre de pixels en hauteur. Vous devez calculer pour avoir la résolution, en fait. C'est simplement le nombre de pixels en largeur multiplié par le nombre de pixels en hauteur. Et ça vous donne votre résolution. 15 millions de pixels, 5 millions de pixels, etc. etc. Donc plus il y a de pixels, plus la résolution est importante, donc plus vous avez accès à des détails fins. Alors, ce qui n'est pas tout à fait vrai, parce que maintenant, il y a un autre phénomène physique qu'on appelle la diffraction, qu'on ne va pas étudier, mais qui limite également cette résolution. Ça, c'est quand on fait des études en optique, par exemple en BTS d'opticien lunetier, on étudie les appareils photo, et on se rend compte que maintenant, faire des appareils photo avec un très très grand nombre de pixels, ça ne sert à rien tant qu'on ne s'est pas affranchi de l'autre phénomène, qui est justement le phénomène de diffraction. Ça, c'est juste pour votre connaissance générale. Donc,
Petit bilan sur l'appareil photo. Quels sont les 3 réglages qui doivent être effectués avant que vous alliez faire votre prise de vue? La première, votre mise au point. Donc c'est la distance entre la pellicule et l'objectif qui est déterminée par la focale de l'objectif que vous choisissez. Deuxième chose, le choix du temps de pause. Est-ce que vous allez avoir un grand temps de pause ou un temps de pause qui va être court? Et enfin, le choix de l'ouverture du diaphragme. Donc c'est vrai que la pellicule ou le capteur, ça d'un côté, c'est pas trop votre importance, ce sera directement dans votre appareil photo. Mais donc, les 3 réglages que vous devez faire, je peux vous le demander, ça va, quels sont les réglages que vous devez effectuer sur l'appareil photo avant votre prise de vue. Mise au point, temps de pause, nombre d'ouverture. Après, ça va dépendre de ce que vous voulez photographier. Est-ce que c'est un portrait? Est-ce que c'est un paysage? Est-ce que c'est un building? Donc tout ça, ça va jouer aussi sur la profondeur de champ que vous voulez obtenir. Voilà. Ah, juste la profondeur de champ. Normalement, je ne dois pas trop m'attarder dessus. Et pourtant, c'est quelque chose qui est ultra important et que vous avez un peu du mal à conceptualiser. Donc, j'ai préféré faire toute une partie sur la profondeur de champ, de façon à ce que vous soyez à l'aise avec. Alors, la profondeur de champ, ça se calcule, etc. Gros calculs qui ne sont pas faciles à faire. Ça, je ne vais pas vous le demander. Moi, tout ce que je vais vous demander, c'est de savoir que c'est une technique qui va vous permettre d'avoir des rendus artistiques comme vous le désirez. Si vous faites du portrait ou du paysage, la maîtrise de la profondeur de champ va avoir un rôle qui va être déterminant dans votre rendu artistique et sur l'esthétique de votre image. Donc, à quoi il sert? Ça va permettre de distinguer quel va être l'élément clé de votre photo. Est-ce que vous voulez mettre en avant, je ne sais pas, par exemple, le personnage, et le tour va être flouté? Alors, je pense que là, par contre, via la webcam, vous ne voyez pas trop les différents effets. Est-ce que, au contraire, vous voulez faire la mise au point sur le premier plan, avec des branches qui sont assez nettes, et par contre l'arrière-plan un peu flouté, pour donner une illusion, comme ça, on va. Là encore, sur un paysage de fleurs, est-ce que vous voulez que ce soit les fleurs qui soient votre élément central, vos feuilles ou votre ciel? Tout ça, ça va dépendre de la profondeur de champ que vous allez utiliser. Donc, savoir utiliser la profondeur de champ, c'est important. Alors, définition à connaître. Je vous en ai déjà donné une, qui est correcte aussi. Celle-là, elle sera quoi? Vous choisissez celle que vous préférez. La première que vous avez donnée, c'était que la profondeur de champ, ça correspond à la distance séparant le premier plan net du dernier plan net sur une image photographique. Ici, la profondeur de champ désigne l'espace qui sera net lors de la prise de vue. Ça revient exactement au même. Après, vous pouvez aussi utiliser vos propres mots quand ça veut dire la même chose, sinon ça ne va. Donc, lorsque vous faites la mise au point sur un sujet, il y a un espace qui est devant et derrière le plan de la mise au point, qui va être pris. Et cet espace, justement, qui sépare le premier plan net du dernier plan net, c'est ce qu'on appelle la profondeur de champ. Alors, en général, donc vous avez votre appareil photo, qui est là, et vous faites votre mise au point sur un sujet qui est à 7 en 9. Maintenant, si vous choisissez un nombre d'ouverture à 4 ou un nombre d'ouverture à 11, ben vous n'allez pas avoir la même profondeur de champ. Là, la profondeur de champ à 11 va être beaucoup plus importante qu'une profondeur de champ à 4. On va expliquer pourquoi par la suite. Là aussi, je vous ai représenté toute la profondeur de champ, c'est-à-dire toute la distance sur laquelle le sujet, l'image va être nette. C'est-à-dire que si vous choisissez une profondeur de champ F11, là, un objet qui sera ici apparaîtra net sur votre photo. Par exemple, par contre, un objet qui sera à cet endroit, il apparaîtra flouté. Pareil, un objet qui sera ici apparaîtra flouté. Tous les objets qui sont constitués, qui sont à l'intérieur de cette zone, eux, vont apparaître nets. Donc, ce que l'on constate, et ça c'est quelque chose à savoir, c'est que l'endroit où vous faites la mise en point, le premier plan net, il est situé un tiers devant. Et le 2 tiers derrière sera aussi net. Donc le dernier plan net sera aux 2 tiers à l'arrière de la mise au point. Ce qu'on retrouve aussi pour une mise au point avec une profondeur de champ beaucoup plus faible. Là, vous avez cet espace de profondeur de champ
un tiers en amont de la mise au point, 2 tiers en aval de la mise au point. Donc, une profondeur de champ réduite, vous avez le sujet net et un arrière-plan flou, va mettre le sujet en évidence. Une profondeur de champ maximale, vous allez avoir un avant-plan net et un arrière-plan net, ça va rendre une scène avec tous les détails. Par exemple, donc là, on est plutôt en profondeur de champ réduite, là, on est plutôt en profondeur de champ maximale. On va avoir tous les détails de la scène. Les deux parties devant sont réécrites, sont nettes. Donc, là, tu as ton appareil photo, d'accord? Tu fais ta mise en point sur un sujet qui est là, à cet endroit. La partie qui sera nette, ce sera celle-là. Et aussi, cette partie en arrière. D'accord? Par contre, tout ce qui n'est pas dans cette zone, donc tout ce qui est ici et tout ce qui est ici, ça ne va pas être net. Ça va, Lou? Non, l'objet, c'est simplement mon trait. D'accord? Mon trait, il est là. Je fais ma photo de cet objet qui est ici. Et les rectangles, ils te montrent l'endroit où l'image va être nette. S'il y avait un objet qui serait dans ce rectangle, par exemple, il apparaîtrait net aussi. Par contre, un objet qui serait hors de ce rectangle, il n'apparaîtrait pas net. Nickel. Alors, donc la profondeur de champ, elle augmente de 1 tiers devant le plan de mise au point et 2 tiers en arrière de la mise au point. Donc la mise au point, c'est l'objet sur lequel je veux donner le centre, je vais centrer mon sujet. Et 1 tiers en avant, ça va être net, 2 tiers en arrière, ça va être net aussi. Tout ce qui n'est pas compris dans cette distance, ici, dans cette point, ce sera. Alors, quelque chose à connaître. Donc, la profondeur de champ, elle dépend de la distance de mise au point. Pourquoi? Parce qu'elle dépend de la focale de votre objectif. Donc, plus on est près du sujet, plus la profondeur de champ sera petite. Et plus vous serez éloigné de votre sujet, plus la profondeur de champ va être grande. Ça paraît logique. Prendre une photo d'un objet qui est proche, ça nécessite une faible profondeur de champ. Par contre, et c'est rapidement flou en fait à l'arrière. Même votre œil d'ailleurs. Quand vous regardez un objet qui est très très près, vous faites la mise au point sur cet objet, autour, avec votre œil, autour, ça devient rapidement assez flou. Mais par contre, vous zoomez sur votre objet. La taille de la distance. Ça veut dire quoi? La taille de la distance. La longueur de la profondeur de champ, est-ce qu'elle varie avec f? C'est ça ta question? Oui, exactement. Elle varie avec f. Oui, on va en parler justement. Là, justement, je regarde juste à quelle distance je me mets de mon objet. Donc, par exemple, comment va être la profondeur de champ si je photographie cet objet à cette distance? Quelle va être la profondeur de champ si je le photographie à cette distance? En fait, ce qu'il faut retenir, c'est que plus on est près, plus la profondeur de champ va être petite. Donc, à cette distance, je vais avoir une profondeur de champ dans cette taille, on va dire. C'est pas réaliste, hein, mais petite. Si je me mets plus loin, la profondeur de champ est beaucoup plus haute. Donc, plus on est éloigné du sujet, plus la profondeur de champ augmente. Ça, c'est la première chose à retenir. Donc, les sujets éloignés de plus de 3 mètres offrent toujours beaucoup de profondeur de champ. Si on veut obtenir des détailleurs à une distance de 3 mètres, pas besoin de connaître ça par cœur. Franchement, ça on vous le rappelle. Inférieur à une distance de 3 mètres. Pas besoin de connaître ça par cœur. Franchement, ça on vous le rappellera. Ce que je veux vraiment que vous reteniez, c'est le fait que lorsqu'un objet est proche, la profondeur de champ est faible. Lorsqu'un objet est loin, au-dessus de 3 mètres, la profondeur de champ elle est très faible.
Alors, maintenant, pourquoi est-ce que la profondeur de champ varie avec l'ouverture numérique? Donc, l'ouverture numérique, je vous rappelle, c'est est-ce que votre diaphragme est petit ou est-ce qu'il est grand? Et ça va avoir une influence sur la profondeur de champ. Donc, vous devez jouer sur le diaphragme, c'est-à-dire le nombre d'ouvertures. En fait, ça se comprend assez vite. Plus l'ouverture va être petite, plus les rayons lumineux vont former des angles qui vont être petits. Pour une ouverture large, on va avoir des grands angles, donc une profondeur de champ qui va être beaucoup plus grande. On va regarder un petit peu. Là, on a un diaphragme, on passe à 22. Donc, toute petite ouverture. D'accord? Là, on a un diaphragme à 2 grandes ouvertures. Donc, une grande ouverture, ça va donner peu de profondeur de champ, et une petite ouverture va donner une grande profondeur de champ. On va avoir plus de distance possible. D'accord? Donc ça, c'est la deuxième chose. Première chose, c'est la distance par rapport au sujet. Quand on est près du sujet, on a une petite profondeur de champ. Quand on est loin du sujet, on a une grande profondeur de champ. Deuxième chose, l'ouverture numérique. Quand l'ouverture numérique est grande, on a une petite profondeur de champ. Quand l'ouverture numérique et quand l'ouverture numérique, je me suis trompé. Parfait. Ça, à chaque fois, je me plante. Je suis désolé. Donc, quand on a une grande ouverture, c'est-à-dire un N qui est petit, c'est ça qui est complexe à retenir. Donc, quand grand N est petit, on a une grande ouverture, et donc, on a une faible profondeur de champ. Maintenant, quand N est grand, l'ouverture est toute petite, et là, par contre, on a une grande profondeur de champ. Donc, ce qu'on retient, c'est que la profondeur de champ, elle augmente quand N augmente. Voilà comment on va le retenir. D'accord? Donc, la profondeur de champ, elle augmente avec la distance d'éloignement du sujet, et elle augmente également avec la valeur de N. Plus N est grand, plus la profondeur de champ va être grande. Est-ce que ça va? Là, j'avais un petit peu embrouillé au début, j'ai essayé de résumer. Et quand on est trop près de l'objet, ça veut dire. Alors, et quand on est trop près de l'objet et que ça ne veut pas faire la mise au point. Exactement. En fait, quand tu es trop près de l'objet, tu ne peux pas faire de mise au point. C'est parce qu'en fait, tu t'es placé à un endroit où l'image que tu crées va être virtuelle. Ça veut dire que tu as placé ton objet entre ton objectif et ta focale. Et ça ne peut pas créer une image réelle. Donc, tu ne peux pas faire tu n'as pas de profondeur de champ du tout, au final. Ensuite, il n'y a pas de... Ok. Ouais, on y arrive. C'est vrai. Ah, voilà ce qu'il faut retenir. Si l'ouverture augmente, j'ai oublié le E, la profondeur de champ augmente. Si vous passez de N égale 2 à N égale 16, vous avez une plus grande profondeur de champ. Si la focale diminue, vous passez d'une focale de 50 mm à 24 mm, la profondeur de champ augmente. Si la distance de mise au point augmente, vous passez de 3 mètres à plus loin, la profondeur de champ augmente. Voilà, il faut que vous reteniez sur la profondeur de champ. Au bac, qu'est-ce qu'ils vont vous poser comme question? Sur quels paramètres puis-je jouer afin d'augmenter ma profondeur de champ? Vous dites, j'augmente N, je diminue ma focale, ou j'augmente ma distance de mise au point. D'accord? Ou alors, ça c'était un sujet d'il y a quelques années, il y avait deux photos, vous deviez analyser les photos, c'était pratiquement la même. D'accord? Sauf que il y en avait une, l'arrière-plan était flouté. Pourquoi? Parce que la profondeur de champ de cette photo était plus faible. Et donc, ce qu'il fallait analyser, et il fallait simplement montrer, c'était logique parce que dans la deuxième photo, le nombre d'ouvertures était plus petit. Vous donniez ça, vous aviez plein de points. Et ça, c'était une question qui était vachement intéressante, j'avais corrigé cette année-là. Il n'y a pas beaucoup de personnes qui avaient répondu à cette question. Et pourtant, c'est simple au final. Sans calcul, vous connaissez ces trois règles sur la profondeur de champ.
Voilà. Est-ce que c'est clair pour la profondeur de champ? Alors, justement, là, je crois que on a terminé le cours sur l'appareil photo. Je vais quand même vérifier. Non, on n'a pas terminé. Parce qu'après, il y a toute la partie chimie. Donc ça, la partie chimie, on va l'attaquer la semaine prochaine. Donc, moi, ce que je voudrais vous fassiez, c'est le petit exercice suivant, qui était un exercice de bac. Alors, je l'affiche. C'est là. Ça, c'est exactement ce qu'on avait fait sur la semaine dernière. Enfin, le chapitre d'avant sur les lentilles. Donc, on vous demande de compléter le schéma. La difficulté ici, c'est qu'on vous donne la position de l'image. Okay. Et en général, moi, ce que je vous donnais la position de l'objet et il fallait en déduire la position de l'image. Là, vous avez la position de l'image. Il faut que vous arriviez à remonter à la position de l'objet. Complétez le schéma ci-dessous. Donc ça, ce sera la première chose à faire. Je donne à peu près les... Vous allez avoir un truc ici. Ensuite, vous devez déterminer la position du sujet ainsi que sa taille, sachant que l'image, elle se forme à 0,1 mm en arrière de la pellicule. Alors, ça, il faut bien le comprendre. Donc, pour détailler, l'objectif a une focale de 50 mm. Donc, ça veut dire en fait que OS' vaut 50 mm. Et si l'image se forme à 5 mm en arrière de la pellicule, c'est-à-dire qu'entre S' et A, il y a 5 mm. Donc le O A' vaut 55 mm. D'accord? C'est ça qu'il faut partir là-dessus. Pardon, à 0,1 mm, donc à 50,1 mm. C'est ça qu'il va falloir que vous utilisez. Okay. D'habitude, je le fais avec 5 mm. Là, je change, je ne sais pas pourquoi. Donc, ce que vous allez utiliser, c'est ce que j'ai écrit ici. Vous allez utiliser la forme de conjugaison et à vous de me retrouver au A. Une fois que vous avez retrouvé au A, vous avez tout gagné. D'accord? Et la question était, vous avez une photographie, c'était ça le sujet justement. En analysant les photographies ci-dessous, indiquez le changement provoqué par une variation du nombre d'ouvertures. Donc, pour une des photos, vous avez un nombre d'ouverture à 11, l'autre à 22. Et on vous demande laquelle va à n égale 11, laquelle va à n égale 22. Là, c'est assez visible, je le vois sur l'écran, on le voit bien. Et il va falloir jouer justement sur la luminosité. D'accord? Donc voilà, c'est tout ce que je vous demande de faire pour... on se revoit quand? On se revoit mercredi. D'accord? Donc pour mercredi, vous faites juste cet exercice. Je ne vous demande pas grand-chose. Voilà, juste un minimum. C'est un sujet de bac. Vous avez le temps de le faire. Ce ne sera pas évalué. C'est simplement pour que vous gardiez un peu la main. Ok? Voilà pour ce cours d'aujourd'hui. Je vais passer à mes secondes. Est-ce que vous avez des questions? Ok, une. Génial. Bon, le confinement se passe bien. Je coupe la vidéo, comme ça après je la mettrai en ligne dès qu'elle sera prête et je vous enverrai le mail. Et, il nous reste encore toute la partie chimie de l'appareil photo qu'on va faire après qu'on va commencer mercredi. Il y aura des exos et après il n'y a plus qu'un seul chapitre. Sur l'analyse de la restauration des œuvres d'art, on aura fini. Franchement, ne vous inquiétez pas pour votre bac, mais bon, je vous dis, on est très bon. Et donc, avec tout ce qui se passe en ce moment, je pense qu'ils vont alléger votre bac. Donc, on va y aller. T'inquiète, on a le temps. D'accord?
Moi, je suis en train de péter un câble dans le confinement, mais ça va.